Mesdames et messieurs, chère Stéphanie, Stephen Hawking, le grand physicien, disait, je cite, « Le handicap ne peut pas être un handicap, et que sans imperfection, vous et moi n'existerions pas. » Ces mots, forts et optimistes, ne doivent cependant pas nous faire oublier que ce handicap ou ces imperfections pèsent plus lourdement sur certains et surtout certaines. Lorsqu'elles sont en situation de handicap, les femmes sont 2 à 3 fois plus exposées aux violences physiques et sexuelles et psychologiques que les femmes sans handicap, qui sont déjà les principales victimes de violences dans le monde. Les violences faites aux femmes handicapées sont un fléau largement ignoré, mais pourtant très répandu. C'est pour parler de ces violences, parfois méconnues et invisibles, que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a lancé cette année une campagne qui s'intitule « De l'ombre à la lumière ». Nous avons voulu mettre en avant différentes formes de violences invisibles, les violences économiques, dont nous avons parlé ici même lundi soir, les violences dans le milieu sportif, dont nous parlerons demain soir au Théâtre Princesse Grace, et les violences sur les femmes en situation de handicap. À travers un livre digital reprenant le témoignage de 9 professionnels monégasques qui accompagnent les femmes victimes de violences, notre but était de montrer le chemin à accomplir pour sortir des violences et montrer aussi qu'une issue est possible. Ce soir, grâce à notre intervenante Stéphanie Gâteau, que je salue et remercie pour sa présence, nous allons pouvoir mettre dans la lumière un sujet trop souvent dans l'ombre. Avant de lui passer la parole, je souhaiterais remercier celles et ceux qui nous ont aidés dans l'organisation de cet événement. Tout d'abord, mon collègue et ami Lionel Galfray, qui est délégué au handicap et accomplit un formidable travail pour faire évoluer la société. Lionel, je te remercie très sincèrement pour ton soutien et aussi pour toutes nos discussions qui m'ont ouvert les yeux parce que grâce à toi, j'ai pu changer mon regard et j'espère un peu de mes pratiques par rapport au handicap. Un grand merci également au lycée Régnier 3 pour l'accueil et l'accompagnement dans la mise en place de cette conférence. Ce soir, nous avons donc le privilège d'avoir parmi nous Stéphanie Gâteau, qui vient directement de Corse, qui est une experte en stratégie et management à l'international et qui vient témoigner et nous partager son expertise et son engagement. Elle nous apportera un éclairage sur les spécificités des violences vécues par les femmes en situation de handicap, ainsi que sur les leviers à actionner pour changer les choses. Merci à toutes et tous pour votre présence et je vous souhaite une très bonne soirée. Déjà, je vous remercie. Je suis profondément heureuse, malgré la gravité du sujet, pour différentes raisons. La première, c'est que c'est une thématique qui n'est quasiment jamais abordée, alors qu'effectivement, le titre est très clair, ce sont les plus exposés, les moins protégés. Je travaille sur ce sujet depuis plusieurs années. Je vous expliquerai pourquoi et comment, avec des associations, avec des cabinets, des directeurs interministériels, enfin tous ceux qui peuvent graviter autour normalement de la protection, en tout cas des plus vulnérables. Et je suis très émue et très heureuse aussi parce que j'ai trouvé dans vos équipes, dans la préparation, dans l'approche, et la manière dont vous gérez cette campagne, d'avoir réussi à fédérer beaucoup d'acteurs autour de ces thématiques et de la violence, j'ai été vraiment ravie parce que je crois que c'est la première fois, et je suis désolée si je suis un peu émue, mais que je trouve des gens aussi concernés, aussi professionnels dans leur approche et aussi investis. Donc voilà, je tenais à saluer toutes les personnes qui gravitent autour de vous, celles qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis d'être présente et qui surtout me donnent une voix aujourd'hui qui me paraît, non pas parce que c'est la mienne, mais très importante à l'heure où les violences redoublent, quelles qu'elles soient. La différence, au lieu d'être élevée au rang de richesse et de découverte et de réjouissance, d'être tous uniques et tous différents, devient très compliquée parfois. Je fais du conseil en stratégie internationale et je vois dans tous les pays beaucoup de recul, une avancée des violences, mais un recul par rapport au respect de la différence, quelle qu'elle soit. Alors que justement, on peut collectivement arriver
à mettre en place des stratégies innovantes, efficaces, agiles, peu coûteuses. Il suffit, entre guillemets, juste d'avoir la volonté, de s'en donner les moyens et d'avoir des objectifs clairs et des parties prenantes impliquées. Donc l'idée de cette conférence, c'était de vous sensibiliser, voire de vous alerter. Parce que moi, de mon côté, je viens d'un pays des droits de l'homme, normalement, mais qui est régulièrement épinglé pour la violation des droits des personnes en situation de handicap, pas seulement des femmes. Et d'avoir cette oreille attentive de la part de votre territoire. En tout cas, voilà, je suis vraiment très, très reconnaissante pour ça. Je vais, dans une première partie, et en plus j'ai bien aimé le choix de votre slogan de l'ombre à la lumière. Malheureusement, vous partez d'un constat et de la partie sombre pour essayer, avec des propositions, en tout cas des pistes de réflexion, essayer de vous amener sur ce qu'on peut en tout cas essayer de mettre en place. Alors effectivement, on parle de... je vais commencer par le plus dur, entre guillemets, mais qui est vraiment important. On a un gros problème avec les femmes en situation de handicap victimes de violences parce que, par exemple, en France, on n'a pas le droit de faire d'études sur les personnes en situation de handicap qu'on considère comme des données sensibles. Donc du coup, moi j'ai voulu à plusieurs reprises lancer des campagnes, soit de sensibilisation, soit de données et d'études, et en fait à chaque fois on me bloque et on me dit c'est juste pas possible. Donc du coup c'est très compliqué parce qu'on manque de données. Alors on en a par l'ONU, je vais y revenir, par différentes instances heureusement internationales, mais c'est vraiment très compliqué. Du coup, comme il n'y a pas de données et que personne n'ose en parler, et en fait, on prévoit rien. J'ai expliqué que, en fait, en 5 ans, j'ai réussi à organiser un colloque d'1 heure sur ce sujet. Il n'y avait pas de journalistes, pas d'association, on était entre nous et c'était juste pour faire le constat. Et depuis, il ne s'est jamais rien passé. Donc, c'est quand même compliqué et effectivement, de visibiliser, c'est la première des choses, tout comme les victimes, pour pouvoir dire « Ok, ça existe, donc maintenant, qu'est-ce qu'on met en place ?» Le lien de dépendance entre violence et handicap, j'y reviendrai, mais pour moi, il est important d'éveiller aussi les consciences sur le fait que le handicap, entre guillemets, gravite dans des sphères où on trouve beaucoup de violence, mais c'est surtout dans les violences faites aux femmes, une femme qui... Voilà, va à peu près bien en tout cas. Une fois qu'elle subit des violences, elle développe du handicap. Ça, c'est prouvé par tous les médecins, les scientifiques, etc. On sait maintenant l'impact, même s'il est que psychologique, que peut avoir sur le corps des femmes, sur leur manière de fonctionner. Ça peut être des troubles cognitifs, ça peut être de la dépression, mais on sait que ça provoque aussi des maladies comme des cancers, etc. Donc, pour moi, la violence et le handicap sont étroitement liés et c'est pour ça que j'ai apprécié de travailler main dans la main dans vos équipes parce qu'ils ont compris justement que voilà, c'était des choses interdépendantes. Alors effectivement, c'est une faille majeure, je suis désolée, peut-être que les mots vous paraissent énormes, mais moi je trouve ça dramatique. Pour moi, une société en bonne santé, c'est une société qui sait prendre soin des plus fragiles, des plus petits. Et pour moi, elle est malade si jamais elle ne sait pas s'en occuper correctement. Le handicap est universel. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut être concerné, même ponctuellement. Et du coup, la violence, on est exactement... C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. On est aussi sur un sujet où, effectivement, il n'y a aucun pays au monde, ne serait-ce que par la violence des guerres, qui est épargné par cette problématique. Je parle d'omerta et d'impunité parce que, en fait, du coup, comme on n'en parle pas et qu'on ne le dénonce pas, mais en fait, tout est mis sous silence, personne n'ose parler. Il y a beaucoup de... j'ai presque envie d'envoyer le mot chantage pour ne pas parler, par exemple, particulièrement sur les violences qui concernent les institutions qui accueillent les personnes en situation de handicap et ou des personnes âgées, ou les enfants dans les institutions qui sont maltraités et victimes de violences, y compris sexuelles. On sait que ne pas parler, ça entraîne un silence absolu et de plus en plus lourd, qui fait que c'est très compliqué. Et que, effectivement, l'invisibilité des femmes en situation de handicap, le fait qu'elles n'osent pas s'exprimer en public, qu'elles n'osent pas dire
Déjà, je suis en situation de handicap, c'est très compliqué de libérer la parole. On sait qu'il y a 80% des personnes qui n'osent pas demander, par exemple, une reconnaissance de travailleur handicapé parce qu'ils ont peur d'être mis sur une voie de garage, etc. Donc, on sait que les femmes ont du mal à dire qu'elles sont victimes de violences. Donc, vous imaginez bien que c'est une double chape de plomb qui est très compliquée. Donc, libérer la parole pour ces femmes-là, c'est vraiment un enjeu considérable. Je voulais partir aussi sur ces chiffres-là parce qu'on ne se rend pas forcément compte, entre le handicap visible, invisible, etc., de ce que ça peut donner. Mais les chiffres sont là, 56% des femmes ont un handicap reconnu. Et moi, en fait, quand je découvre ce genre de chiffres, je me dis, en fait, il y a quand même un problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, on n'en parle même parfois pas entre nous. Moi, parfois, j'ai des sénatrices ou des personnes qui sont dans des jobs assez importants et qui ne l'ont jamais dit, même pas à leur entourage. Donc, il y a une vraie problématique de ce côté-là. Et on sait qu'en plus, les femmes ne prennent pas soin de leur santé, ce qui provoque par la suite du handicap. Quand je dis que les femmes en situation de handicap, excusez-moi pour l'abréviation, je ne sais pas si elle est connue ou pas ici, font partie des populations considérées comme dominées, c'est-à-dire qu'on part du principe que ce sont des on dit sous-hommes, mais je ne sais pas si on dit sous-femmes, mais en tout cas, voilà, qu'elles ont encore beaucoup moins de valeur. Et la société nous apprend à avoir honte, en fait, de ce qu'on est, donc c'est très compliqué, mais c'est considéré comme un acquis, c'est-à-dire que c'est un peu comme un objet qu'on utilise ou pas, mais on en est vraiment là. Il y a une chose que je voudrais aussi dire qui est importante, c'est que trop souvent, on entend le mot maltraitance alors que ce sont réellement des violences, quelles qu'elles soient. Et curieusement, dès qu'on parle de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, on parle plus de maltraitance que de violence. Et ça, c'est inadmissible parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre les deux, même si la maltraitance est déjà catastrophique. La parole de ces femmes aussi est très compliquée parce qu'on estime que parce qu'elles sont en situation de handicap, même si elles n'ont pas une altération intellectuelle, on considère que ça va avoir moins de valeur. Dans l'état d'esprit, dans les préjugés, dans les jugements de valeur qu'on peut avoir, on considère qu'une femme en situation de handicap, elle dit que son aidant est maltraitant, mais elle a du mal comprendre, mal interpréter. Et ça, c'est gravissime pour l'orgueil et la prise de conscience de la problématique. On reviendra sur les moyens après, mais effectivement, le fait d'avoir des locaux, des postes de police, de gendarmerie qui ne soient pas accessibles, où il n'y ait pas, par exemple, aussi d'avocats qui sachent l'accompagner et comprendre les troubles pour l'aider à déposer sa plainte, excusez-moi, ça, c'est encore un frein. En fait, l'idée, c'est d'identifier en termes de stratégie tous les freins à la libération de cette parole. En France, en tout cas, aucun foyer n'existe qui peut accueillir une femme en situation de handicap victime de violence. C'est-à-dire que comme ils ne sont pas adaptés, pénalement, si jamais ils accueillent une femme en situation de handicap victime de violence, ils sont responsables de la rupture de soins ou de quoi que ce soit qui puisse se passer. Donc le langage et la réponse est claire pour chacun, c'est de dire « désolé, on ne peut pas vous accueillir ». Donc il leur reste souvent que la rue, si elles sont isolées, si elles n'ont pas de famille, etc. Oh, pardon, excusez-moi, je suis très maladroite. Pardon. Je suis désolée parce qu'à chaque fois, ce chiffre, j'ai beaucoup de mal avec. On disait tout à l'heure, 56% des femmes sont en situation de handicap. Et vous pouvez imaginer, si on prend 80% de ces femmes, elles sont victimes de violences au quotidien. Depuis 2012, la première étude qui a été faite par l'ONU, on n'a pas vraiment de chiffres. Mais en tout cas, on n'a pas de chiffres qui nous disent le contraire. On a d'autres études qui corroborent. Mais je trouve ça juste incroyable que personne ne soit alerté, que personne ne s'en soit inquiété depuis 2012, qu'on n'ait pas créé des commissions dédiées, qu'on n'ait pas mis en place des stratégies pour essayer à minima de prévenir et de sécuriser. Je vais parler des femmes autistes en particulier, à titre d'exemple, parce que je trouve que c'est très représentatif et que malheureusement, ces chiffres, vous pouvez les trouver partout, je vous donnerai les références.
mais de se dire que 90% de ces femmes sont victimes de violences sexuelles, et on ne parle que de la violence sexuelle. 80% c'est tout type de violence. Mais de se dire que 90% des femmes autistes, même sans retard intellectuel, sont victimes de violences sexuelles, 47% des moins de 14 ans, des jeunes filles de moins de 14 ans, je ne comprends pas que ça ne provoque pas un raz-de-marée et que ça ne déclenche pas des actions concrètes derrière. Je vous donne que cela parce que sinon vous n'allez pas m'écouter jusqu'à la fin, vous risquez d'être troublés. Mais voilà, c'est au moins symboliquement pour que vous entendiez l'essentiel. Je parle de spécificité et de surexposition parce que ces femmes-là n'ont pas le même fonctionnement. Elles ne savent pas demander à l'aide, elles n'ont pas les mêmes codes. On le verra tout à l'heure avec les outils qui sont déployés. Elles n'ont pas, par exemple pour le violentomètre, elles ne peuvent pas l'interpréter de la même manière. Donc c'est très important qu'elles aient des outils, pour alerter, mais aussi qu'ils soient adaptés à leur mode de fonctionnement. Alors effectivement, c'est comme si vous me disiez, bah oui, mais il faut le traduire dans toutes les langues, c'est compliqué. Sauf qu'à un moment donné, si on ne leur donne pas les moyens d'avoir la prise de conscience et de pouvoir alerter, on ne pourra pas y arriver. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce genre d'outils. Les nouvelles formes de violence, peut-être que j'y reviendrai s'il y a des questions là-dessus. C'est très important, je voulais au moins en dire 2 mots, parce qu'on vit une époque où l'exposition à la violence est devenue catastrophique. C'est-à-dire que la violence rentre chez vous. Vous voyez l'exemple des outils numériques et des réseaux sociaux. La victime qui était victime par son cercle familial, le cercle médical, etc. En fait, maintenant, la violence vient chez elle. Et si elle s'affiche, en fait, on peut aller directement l'attaquer et c'est juste catastrophique. Et ça aussi, il faut vraiment, dès maintenant, parce qu'on est déjà en retard sur ces soucis-là, préserver et réussir à sécuriser ces personnes. Chose peut-être qui vous paraît évidente, mais que je préfère dire, les violences comme les handicaps peuvent se cumuler. C'est-à-dire qu'on peut être victime de violences administratives, financières, sexuelles, psychologiques. Malheureusement, les handicaps souvent se cumulent, mais les violences aussi. Ces violences liées au handicap sont moins visibles parce que souvent les femmes ne sortent pas de chez elles, elles sont souvent isolées, souvent malheureusement elles ne travaillent pas. On sait que le handicap et la précarité ont des liens très étroits. Et parce qu'on se cache, parce que voilà, on n'a pas envie de montrer qu'on est en situation de handicap et en plus d'oser dire qu'on n'est pas très content des gens qui soi-disant nous maltraitent. Et puis il y a ce lien de dépendance, c'est-à-dire que si jamais elles dénoncent un kiné, un médecin qui se comporte mal, le risque, c'est que le lendemain, plus personne ne veut la prendre parce qu'on a peur qu'elle vous dénonce ou qu'elle interprète mal un geste. Donc le prix à payer par rapport à une femme qui n'a pas de dépendance par rapport aux soins ou de manière financière, etc., c'est très compliqué parce que c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de perdre aussi les soins dont elle a besoin. Donc ça, c'est pareil, c'est un vrai frein à la libération de la parole de ces femmes. La vulnérabilité sexuelle, elle est accentuée par le mode de fonctionnement et parce que souvent, elles n'ont pas les mêmes codes de compréhension de l'atteinte au corps et au respect de la dignité humaine et que, comme la société leur renvoie une image d'elles qui n'a pas de valeur, entre guillemets, par rapport à d'autres, quelque part, souvent, il y a une association par rapport à la sexualité qui est faite en disant de toute façon, je ne vaux rien, c'est normal qu'on me fasse ça, et ça, c'est vraiment gravissime. Donc, communiquer aussi là-dessus, et parce que sur certains types de handicap, il y a une vraie problématique par rapport au corps, qui peut en plus avoir été maltraité depuis l'enfance, c'est vraiment très compliqué, et il faut vraiment le prendre en considération dans cette problématique-là. Je parle de chantage, de menaces, d'enjeux, d'emprise, parce que ce sont des vrais mots, et je pourrais en dire d'autres, qui sont caractéristiques des violences faites aux femmes en situation de handicap. Vous prenez un aidant, il va vous dire « Ah bah oui, mais je t'apporte à manger, mais alors que si, moi tu me permets quand je vais faire les courses de m'acheter quelque chose. Bon bah oui, tu veux aller aux toilettes, mais je t'emmènerai, mais d'abord moi je vais fumer ma cigarette ou je vais faire autre chose. » Et il y a une espèce de dépendance entre la victime et l'auteur de violence qui est vraiment très compliquée à déconstruire et à faire comprendre. Et cette notion d'emprise, malheureusement, elle est très présente parce que ces femmes-là sont dépendantes, ça peut être du conjoint. En France,
depuis quelques mois, heureusement, on n'a plus cette dépendance financière, mais avant, c'était le couple qui recevait, quand vous étiez en situation de handicap, si vous aviez droit à une aide financière de la part de l'État, en fait, dès que vous étiez mis en ménage ou vous vous mariez, vous n'aviez plus le droit à cette aide. Donc, la femme en situation de handicap se retrouvait sans ressources. Donc, si elle voulait s'enfuir, elle n'avait même pas 1 euro sur elle, il fallait qu'elle demande à son conjoint violent « Excuse-moi, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je voudrais m'enfuir et je voudrais aller à l'hôtel. » Donc, c'était quelque chose de complètement sidérant. Donc enfin, après des dizaines d'années, on a réussi à résoudre au moins ce problème-là. Mais le chantage, l'emprise reste vraiment très caractéristique. Ce qui est caractéristique sur ce volet-là, c'est la multiplicité des auteurs et la multiplicité des formes de violence. Et malheureusement, elles se cumulent quasiment toutes chez la femme en situation de handicap. Donc, comme je vous le disais, ça peut être médical, ça peut être... ne serait-ce que de dire à une femme en situation de handicap, vous êtes enceinte, ah désolé, ça serait bien d'avorter quand même, parce que vous allez vous reproduire. Enfin, je veux dire, il y a des choses juste affreuses qu'on ne peut pas imaginer. Financières, je vous en ai parlé, administratives, quand on vous demande tous les ans de reconstruire un dossier pour avoir une auxiliaire de vie, pour avoir un aidant, pour avoir du matériel, et que déjà rien que le dossier, il fait, en tout cas en France, 44 pages, à quel moment quelqu'un qui est déjà vulnérable, qui est déjà malade, qui a déjà plein de difficultés, c'est pas compliqué tous les ans de justifier et de lui dire voilà, il faut recommencer et on repart à zéro. Professionnel, évidemment, il y a de la discrimination, on le sait, et il y a aussi de la violence de la part des collègues, de la part... voilà, c'est aussi quelque chose de très compliqué, y compris de femmes sur des femmes. La multiplicité des auteurs, la vulnérabilité attire malheureusement la violence et la malveillance et la perversité. Je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais c'est souvent ce qui est cité par les victimes et par les professionnels. C'est-à-dire que dès la petite enfance, on peut rejeter un enfant qui est en situation de handicap, les conjoints, ça peut être les aidants professionnels ou amicaux, les auxiliaires de vie. Voilà, malheureusement, la vulnérabilité attire systématiquement des profils, on le sait très bien, c'est comme dans la pédophilie, pour les éducateurs, pour les enseignants, on leur donne un accès, entre guillemets, en tout cas on sait que ça attire ce genre de profil. Donc c'est à nous, en amont, forcément, d'être vigilants là-dessus. Les conséquences, pour moi, elles sont hyper importantes. Un, parce que c'est une urgence, et que personne ne veut s'en occuper, personne ne veut mettre les pieds dans le plat. Les violences sont un facteur d'aggravation des inégalités, d'aggravation de la précarité. On imagine bien que ces femmes, si elles se retrouvent sans moyens, isolées, c'est très difficile après de se relever et de reconstruire une vie par-dessus déjà des violences. Mais en plus, quand on ajoute de la précarité par-dessus, un isolement, qu'on n'ose plus se montrer, qu'on se cache, qu'on n'ose même pas ni demander à l'aide, etc., c'est très compliqué. Et les rapports, tous les rapports qui ont été faits jusqu'à présent, systématiquement, on dit que c'était vraiment la cruauté avec laquelle ces femmes sont victimes de violences. En fait, comme on estime qu'elles n'ont pas de valeur, on est vraiment parfois et trop souvent sur de la barbarie et de la cruauté. Alors je suis désolée parce que je vous dis ça hyper calmement, parce que j'essaie d'être calme, mais ce sont des choses que je ne supporte pas et je ne comprends pas en fait qu'il n'y ait pas de réaction. Alors je ne vous demande pas de votre part évidemment, mais voilà, je pense que malheureusement, même si c'est compliqué, il faut dire les choses en vérité, si on veut avancer en tout cas. Oups, décidément, je suis désolée. Quand je mets urgence absolue, c'est parce que je me dis qu'une fois qu'on sait ça, je ne comprends pas qu'on puisse se réveiller le lendemain en disant bon, on ne va pas s'y mettre. Comme je le disais tout à l'heure, quand on voit le pourcentage délirant en 2024, je veux dire, on n'est pas dans des temps où c'est compliqué, on a des outils, on parlera de la tech tout à l'heure, de l'innovation, etc. On a des choses, voilà, une fois de plus, agiles, rapides à mettre en place. Je pense qu'en termes
c'est même pas une question de valeur, mais de respect de la dignité humaine. À quel moment on peut continuer de se dire on va faire comme si de rien n'était? Et c'est pour ça que je trouve ça très courageux, très audacieux ce que vous faites, parce qu'il y en a peu qui ont envie de le dire, envie de l'entendre. Alors je comprends que ça dérange, mais je pense que si on veut commencer par quelque chose sur les violences faites aux femmes, je ne dis pas que les autres violences ne sont pas importantes sur les autres catégories de femmes. Je dis juste que, comme quand on priorise sur des projets ou des choses à mettre en place, en plus, ça vous apprendra de toute façon sur toutes les violences qui existent. Et je pense que, voilà, il y a un moment donné, et c'est pour ça que le slide suivant, je suis désolée et j'espère ne choquer personne, mais je trouve que c'est vraiment un devoir en tant qu'être humain d'aller au secours et en priorité des plus fragiles, des plus démunis, et de savoir qu'elles sont dans l'ombre. Pour moi, c'est toujours un enjeu d'essayer de communiquer au mieux sur ce sujet, parce que je sais que c'est très compliqué pour elles. Et si ce n'est pas vous qui allez à leur rencontre, en tout cas, ça sera très difficile pour elles d'aller vers vous et de vous demander du secours. Et donc, c'est pour ça que je dis que se taire et ne rien faire, c'est notre responsabilité, en fait. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, je voulais vous proposer... Oh, je suis désolée, je voulais vous proposer quelques pistes. Alors, ce n'est pas l'objet forcément de toute la conférence aujourd'hui, mais au moins de vous donner des pistes de réflexion sur la manière dont on peut traiter ce sujet. Former et informer, oui, mais parce que sur la violence faite aux femmes, c'est déjà difficile, mais quand on s'adresse à des profils qui sont complètement différents les uns des autres, ça peut être des personnes sourdes et malentendantes, ça peut être des personnes qui ont des problèmes psychiques, ça peut être... Il y a une telle multitude de handicaps qu'en fait, former et informer, oui, mais que ce soit les professionnels qui vont les accueillir, qui vont les accompagner, ou que ce soit elles-mêmes, il faut à la fois avoir des outils, les bons outils et les bonnes personnes. Et si on ne commence pas par ça, en fait, on ne pourra pas aller à l'étape suivante. C'est pour ça que je parle d'outils spécifiques. Quand je dis des moyens à la hauteur de la gravité et de l'enjeu, il n'y a aucun jugement de valeur chez moi quand je dis ça. Je dis juste que quand on a un objectif aussi important, on ne peut pas faire dans le petit ou dans l'à peu près. Et 80%, même si on voulait passer à 70%, c'est déjà énorme comme travail. Donc c'est juste une suggestion de quelqu'un qui fait de la stratégie depuis des années, mais c'est à quel moment on définit des objectifs concrets, on met des points étapes, on met des indicateurs. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Comment on s'y prend? Décidément, j'y arriverai pas. Je suis désolée. Quand je dis mettre la victime au cœur du dispositif, ça me semble du bon sens, une fois plus pour des raisons ne serait-ce que de stratégie. Quand vous voulez convaincre un client que votre produit est le meilleur, vous lui demandez ce dont il a besoin, à quel prix il voudrait l'acheter, etc. Là, faire sans les victimes, ou en tout cas sans les femmes en situation de handicap, pour qu'on comprenne comment elles fonctionnent, de quoi elles ont besoin, ça me semble un non-sens. Hier, j'ai été assez bouleversée par un rapport qui est sorti en France, dont je pourrais transmettre les coordonnées, qui est juste catastrophique et très représentatif. Ce rapport avait pour but d'étudier les violences faites aux femmes de la part de personnes ayant autorité sur elles, donc les personnes vulnérables et les personnes en situation de handicap. Pendant tout le rapport, pas une seule fois on parle des femmes en situation de handicap. On reste très général sur les violences. Elles n'ont pas fait partie du comité de pilotage de cette étude. On a dit que c'était trop court, 3 mois, et qu'on n'avait pas eu le temps de les interroger. Et je me dis, à quel moment, en fait, si on veut co-construire des solutions, on oublie les premières concernées. Et ça me fait mal au cœur parce qu'on a perdu du temps, on a perdu de l'argent pour quelque chose qui en plus servira à rien. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, il faut s'en donner les moyens, ou sinon ne rien faire. S'appuyer sur l'innovation et la tech particulièrement. Alors oui, je suis dans l'innovation stratégique, mais c'est parce que j'essaie toujours de voir comment l'innovation peut contribuer à résoudre, même partiellement, des problématiques économiques,
culturelles, environnementales, sociétales. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment on peut faire. Je vous donnerai un ou deux extraits juste après de ce que moi j'ai mis en place, non pas pour vous dire j'ai fait ça, mais parce que c'est des exemples concrets. Mais avant, effectivement, le changement de regard de la société en général sur le handicap, on est encore beaucoup sur des préjugés, des stéréotypes, et j'entends trop souvent au quotidien sur le handicap des choses qui sont absolument absurdes et aberrantes. Il y a quelqu'un, par exemple, qui va passer, qui va vous dire « Ah bah, vous ne ressemblez pas à une handicapée. » Ok. À quel moment l'handicapé, quelle forme il a, quelle couleur il a, enfin, c'est quoi l'idée derrière? J'ai même parfois entendu dire des choses vous êtes intelligente pour quelqu'un qui est handicapé. À quel moment on dit ça à quelqu'un, enfin, bon, et pourquoi? Parce que la personne est handicapée, elle ne serait pas intelligente. Enfin, donc je travaille à l'international depuis des années. On a un gros problème en Europe sur les stéréotypes et sur vraiment les choses malheureusement tenaces, trop tenaces, sur ces stéréotypes et sur ces images faussées. Ce qui me gêne beaucoup avec le handicap, en fait, c'est que je me dis depuis 2000 ans, on se connaît tous, à peu près depuis 2000 ans, même si on n'était pas nés. Je me dis à quel moment l'homme n'a toujours pas compris qu'on était tous différents, qu'on avait tous du talent, qu'on était tous uniques, qu'on fonctionnait tous différemment. Pourquoi on en est encore là et pourquoi la diversité, c'est pas la norme? Donc, je pense qu'il y a un travail parallèle aussi de ce côté-là, de pouvoir communiquer et de banaliser le handicap. Et surtout de permettre, et c'est pour ça que c'est important après pour les victimes, d'être capable de dire oui, je suis en situation de handicap et je suis victime de violence. La parole, pour moi, au niveau du handicap, elle n'est pas du tout libérée. Il y a beaucoup de validisme, il y a beaucoup de fausses communications sur le handicap, alors qu'en fait, en plus, c'est une valeur juste extraordinaire. C'est une richesse, la diversité, c'est une valeur juste extraordinaire. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dessus. C'est pour ça que je trouve que cette thématique est vraiment très précieuse. Pas parce que j'interviens, mais parce que voilà, elle est vraiment importante, et sinon je ne serais pas là d'ailleurs. Je ferai autre chose. Je voulais juste vous citer deux initiatives que j'ai mises en place pour vous dire que voilà, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. La première chose, c'est que j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle #MeTooHandicap, parce qu'un jour j'étais très énervée, comme souvent sur ces sujets, et il y a une ministre qui m'a dit mais en fait c'est de la faute des femmes en situation de handicap, tout comme par exemple celles qui ont créé le MeToo, elles n'ont pas su s'emparer des réseaux. Et en fait j'étais hyper énervée parce que je me dis ça veut dire qu'en fait vous prenez les femmes en situation de handicap pour des idiotes incapables d'aller sur les réseaux et aussi de se manifester. Donc du coup le soir même voilà, j'ai créé ce compte, c'est tout bête, mais ça permet au moins aux victimes ou aux femmes encore sous violence, de pouvoir aller récupérer de l'info, diffuser des outils, parler entre elles, créer du lien, etc. et de rompre l'exclusion. Alors ça c'est mon compte Insta pro, mais effectivement il y a donc voilà, vous pouvez le faire circuler. L'idée c'est qu'il serve, donc voilà, n'hésitez surtout pas. La deuxième chose. Quand je parlais d'outils technologiques, en fait, en me penchant sur ce problème, le premier problème, c'est la sécurisation. Et moi, je suis entre autres dans la tech depuis 30 ans. Il y a 30 ans, j'avais travaillé pour un éditeur de logiciels pour remonter des alertes. Et je me suis dit, après tout, ce qu'il faut, elles n'osent pas parler. Il faut un outil facile qui permette d'alerter en cas de difficulté, d'agression, de violence, et qu'elles puissent rapidement alerter soit son entourage proche ou ses favoris, soit on peut aussi connecter l'outil à un commissariat, à un médecin, on peut mettre son kiné dedans, on peut mettre qui on veut. Donc j'ai créé une application, en fait, un projet d'application, inclusif, c'est-à-dire utilisable par tous, et surtout, voilà, l'idée, c'était juste pour vous dire qu'on peut faire des choses juste toutes simples comme ça, mais qui permettent, par exemple, à partir de son téléphone, tout bêtement, quand on n'ose pas appeler ou qu'on ne peut pas appeler parce qu'on est malentendant ou atteint de surdité ou on a des problèmes moteurs, qu'on puisse même par reconnaissance vocale donner un mot-clé ou une alerte qui puisse être remontée.
J'ai mis à domicile pendant un déplacement et sur le lieu de travail parce qu'une des erreurs aussi qui est faite parfois, c'est de croire qu'il n'y a que chez elle. Mais en fait, vous prenez une femme en fauteuil, quand elle va chercher de l'argent à la banque, c'est sûr que c'est plus facile qu'elle se fasse agresser parce qu'elle ne va pas courir après le voleur. Donc forcément, ça attire aussi ce genre de comportement. Et ça me paraît important de les sécuriser en fait quasiment H24. Je reviens sur l'inclusivité effectivement des outils. J'ai vu ce que vous avez fait et tout ce que vous faites et c'est déjà extraordinaire. La problématique de l'inclusivité, c'est que c'est très compliqué. Aujourd'hui, 100% par exemple des outils numériques sont discriminants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été créés en conception universelle. Donc ils n'ont pas été faits pour être utilisables par tous. Je prends l'exemple d'une application, quelqu'un qui est malvoyant, quelqu'un qui a des troubles moteurs, la manière dont il va naviguer dans l'application, si elle n'a pas été faite avec des briques de conception inclusive, un design inclusif et une interface inclusive, elle ne pourra pas l'utiliser. À titre d'exemple, aucun site internet n'est inclusif à l'heure actuelle. On met des petites briques à droite à gauche, on bidouille des trucs, mais personne... Enfin, il va falloir bientôt tout jeter parce que bientôt, en 2027, ce sera obligatoire. Je vais vous prendre l'exemple de Doctolib. Vous connaissez ici aussi Doctolib. Doctolib, licorne française extraordinaire qui a levé des milliards. Ok, ils sont sur la santé, ils sont sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées. Normalement, l'idée, c'était de pouvoir, pendant le Covid, avoir une consultation à distance. Pour les personnes qui sont atteintes de surdité, qui ne sont pas appareillables ni opérables, Doctolib n'a pas mis de sous-titres. Comment fait une personne atteinte de surdité pour faire une consultation à distance? Je les épingle depuis 4 ans sur mes conférences. Il faut mettre juste un plug pour le sous-titre. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple pour l'inclusivité. Ils ne l'ont toujours pas fait. Ils ont la tech, ils ont les moyens financiers. Ça ne les dérange pas du tout. Donc, quand on me dit on fait des progrès, oui, on fait des progrès, mais il y a quand même à la base une problématique. Et cette problématique, malheureusement, avec tous les outils qu'on a à l'heure actuelle dans la tech, c'est une solution, mais il faut savoir bien les utiliser, bien les créer. Aujourd'hui, si vous créez une application, pour la rendre inclusive, il faut tout casser. Andy Road, la start-up dont je vous ai parlé, que j'ai créée, j'ai rencontré Microsoft au bout de 2 ans. J'avais tout dépensé. Et m'ont dit, ton idée est géniale, Stéphanie. Vraiment, bravo, on te suit. Surtout que le président de Microsoft a 2 petites filles en situation de handicap. Donc, il a une mission handicap super. Et là, je suis tombée de ma chaise. En plus, j'ai plus d'argent. Ils m'ont dit, oui, mais ton outil, il n'est pas utilisable par tous. Tu ne l'as pas fait en conception universelle. Je dis, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, en fait, maintenant, si vous voulez rendre un outil inclusif, il faut tout détruire et tout recommencer. Donc, c'est pour ça que si on pouvait ne serait-ce que faire passer le message au niveau de la tech, et je vous assure que tous les jours, je m'y mets, voilà. Donc, les outils inclusifs, ok, mais les femmes en situation de handicap, même l'accès, on parlait tout à l'heure, aller au commissariat, etc. Pendant le Covid, il fallait aller dans les pharmacies pour porter plainte. Une personne qui est paralysée ou qui est en fauteuil roulant, comment elle fait pour aller à la pharmacie? Si en plus elle est sourde ou si elle a je ne sais pas quoi, comment elle fait pour alerter, ou si on lui prend son téléphone? C'est pour ça que les objets connectés m'intéressent beaucoup. Voilà, si on chute, si vous avez quelqu'un justement qui est sous emprise ou qui vous fait du chantage, qui vous confisque votre téléphone. Voilà, moi j'ai trouvé des bijoux adaptés à connecter où on peut juste d'un clic envoyer un message à un commissariat. On ne se douche pas non plus avec son téléphone. Si on tombe, ne serait-ce que ça, et on glisse, comment on fait pour alerter? Donc l'inclusivité, si parmi toutes les choses que je vous demande de retenir, je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais c'est pareil, c'est la première clé de votre projet, si vous voulez vraiment lutter contre les violences et leur donner les moyens d'alerter. Le questionnement systématique. En France, en tout cas, vous embauchez quelqu'un qui est en situation de handicap, vous êtes DRH, personne ne va vous demander au bout d'une semaine, 1 mois, 1 an, si tout se passe bien, que ce soit vous ou l'équipe, la personne handicapée ou ses collègues. Le médecin n'a pas pour obligation, quand il voit une personne en situation de handicap, de lui dire comment ça se passe à la maison, etc. Il n'a aucune obligation. Quand je dis des moyens simples, c'est rien que ça. Se dire 1 fois par an,
la MDPH, donc la maison départementale en France pour les personnes en situation de handicap, qui alloue des moyens pour avoir une auxiliaire de vie ou un aidant, donc il va chez la personne vulnérable, jamais on ne demande à la personne comment ça se passe. Jamais on la prend de manière isolée pour dire est-ce que ça se passe bien avec votre aidant. Donc le questionnement systématique, en fait, il faut vraiment mettre toutes les parties prenantes autour de la table et mettre en place une espèce de parcours ou de passeport avec des points de vérification. Je pense que vraiment d'avoir cette vision stratégique de dire on a une problématique, comment on la résout, quels moyens on met en place, quelles sont les parties prenantes, dans quel ordre on met les choses, c'est vraiment ce qui peut sauver ce genre de problématique. Si on fait du petit à petit, et c'est ce que j'ai apprécié dans votre campagne, c'est le fait que vous ayez tous réussi collectivement à vous fédérer autour d'une même et seule problématique. On a tous des talents, on a tous du réseau, on a tous des moyens. Imaginez si on les mutualise, jusqu'où on peut aller. Je prends l'exemple avec les violences faites aux femmes en situation de handicap. De nouveau, quand j'ai contacté les associations françaises et que je leur ai dit il faut s'occuper, comment on peut faire, elles m'ont dit ah non, nous, c'est pas notre cible. Je dis pardon, à quel moment vos sœurs concernées ne sont pas intéressantes et vous prenez. Et quand j'ai dit il faut qu'on fasse qu'un seul et même événement, mais qu'on soit toutes nombreuses pour que vraiment on montre quel impact on peut avoir, en fait chacune a voulu continuer à faire son événement. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est inefficace, mais c'est juste du bon sens en fait. Et puis parce que c'est très... ça demande beaucoup d'énergie, c'est un sujet compliqué. Donc avoir des relais, pouvoir s'appuyer sur les uns, les unes sur les autres, je pense que c'est vraiment très très important. Formation des professionnels, pourquoi ? Parce que quand on arrive dans un commissariat, la plupart du temps, les personnes qui vous accueillent ne savent pas ce que c'est que le handicap. Ça, c'est très, très compliqué. Donc, avoir quelqu'un qui puisse déjà être formé, mais pourquoi pas aussi avoir des avocats dédiés aux problèmes liés au handicap pour que la personne puisse s'exprimer correctement, qu'elle relise et que ça corresponde vraiment à ce qu'elle fait. Souvent, on ne les croit pas déjà, quand elles sont victimes de violences. En situation de handicap, on se dit, bon, elle a dû exagérer, c'est pas grave, on bâcle la déposition. Donc ça, c'est vraiment très, très grave et ça a un impact forcément derrière. Parce qu'elle ne sera pas considérée ou reconnue comme victime en tant que telle, alors que violence sur personne vulnérable, normalement, finalement, c'est beaucoup plus grave. Et la formation, je sais que ça prend du temps, mais elle est vraiment nécessaire. Excusez-moi. Je suis désolée, le timing, je vais essayer d'aller très très vite. Je voudrais vous parler de cette petite fille. Cette petite fille, elle est polyhandicapée, elle est atteinte de surdité, mais elle ne le sait pas. Elle est autiste, mais elle ne le sait pas. Toutes les femmes de sa famille finissent sourdes et paralysées, mais elle ne le sait pas encore. Elle est autiste, elle va avoir régulièrement des problématiques à être opérée. Elle va passer 10 ans de sa vie en fauteuil roulant. Elle va connaître la violence dès le début, puisqu'elle sera rejetée par sa famille, parce que c'est une fille et qu'en plus elle est handicapée, donc c'est compliqué. Elle va être victime de violences à l'école, par son entourage. À la sortie de ses études, on va lui dire désolé, mais vous me dites que vous êtes atteinte de surdité, que vous avez des troubles moteurs, vous êtes une femme, vous voulez faire de la stratégie, vous voulez aller partout dans le monde, je vous promets 25 ans de chômage. Alors vous l'avez compris, hein, cette petite fille, c'est moi, ou c'était moi, je suis beaucoup plus vieille maintenant. Si je parle de tous ces sujets, c'est parce que ça a été vraiment très important pour moi de mettre un pied là-dedans et d'oser en parler. De dire qu'on pouvait tous être différents et qu'en même temps c'était une super nouvelle parce que je trouve ça juste extraordinaire. J'ai été victime de violences par le papa de mes 3 enfants qui un jour a trouvé que la maladie était trop présente. Donc je me suis retrouvée à la rue parce que justement les foyers m'ont dit on ne peut pas vous prendre. Donc je me suis retrouvée avec mon fauteuil, mes 3 enfants. Il avait vidé les comptes, donc je ne pouvais même pas aller à l'hôtel. Donc je me suis vraiment retrouvée
à la rue. Alors heureusement, il y a des associations super qui m'ont permis d'avoir des colis alimentaires, de trouver des solutions. Les dernières violences dont j'ai été victime avec mon petit garçon, on a été séquestrés pendant 2 mois pendant le confinement par un aidant. D'où l'idée, quand on vous confisque votre téléphone, d'avoir autre chose pour appeler à l'aide. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je vois les dégâts que la violence fait et que les choses n'avancent pas. Alors, c'est prendre la parole, ça ne veut pas dire... Ça, c'était parce que j'adore cette citation, qu'elle m'a sauvée plus d'une fois. Et que c'est un beau cadeau. Mais ce que j'avais envie de vous faire passer comme message, c'est que, il y a des solutions techniques, il y a des solutions pour essayer de résoudre, en tout cas partiellement, ce problème, et de l'accompagner et de sécuriser. Mais aussi vous dire que, voilà, on peut se redresser. Voilà. J'ai passé 10 ans de ma vie en fauteuil, j'ai été victime de violence à plusieurs reprises. La dernière fois, je suis restée 3 mois en état de choc avant de reprendre un petit peu mon cerveau. Depuis, j'ai des séquelles, puisque c'est ce que je vous disais, on peut très bien être... Alors moi, j'étais déjà un peu bricolée, mais voilà, j'ai des troubles cognitifs, j'ai des troubles de mémoire, des fois, je ne sais pas où je suis, et ça, c'est les séquelles des violences. Et juste, moi, je sature, j'en peux plus de voir cette situation et de voir que rien ne bouge. Et c'est pour ça que vraiment, c'était un grand oui pour venir parler, parce que je trouve une fois de plus que vous êtes très courageux, très audacieux et réaliste. Mais ce que je voudrais faire passer comme message aussi, pour les victimes, ou pour celles qui n'osent pas encore parler, ou pour celles qui sont encore à terre, que si moi j'ai réussi à me relever, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Et que oui, la vie, c'est juste, voilà, on a les deuils, on a le divorce, on a la maladie, on a le handicap, on a la violence, mais en même temps qu'il y a plein de choses merveilleuses qui vous attendent. Et qu'il y a plein d'opportunités à saisir et qu'il y en a tous les jours. Tous les jours, déjà, vous vous réveillez, il peut se passer quelque chose de merveilleux dans la journée. Voilà, il y a Céline qui vous appelle, qui vous dit « Je veux faire un événement sur la violence, youpi, ma journée, elle est belle. » Je me réveille tous les jours. Alors, on m'a reconstruite, j'ai 47 morceaux de titane, mais tous les jours, quand je vois que je peux bouger mes doigts de pied après avoir été paralysée 10 ans, je me dis « Yes, que la vie est belle. » Elle est compliquée, mais voilà, vraiment. Et que sachant, en fait, on peut... Quand vous avez un objectif, vous voulez maigrir, vous voulez faire du sport, vous avez un objectif. Là, c'est exactement pareil. Vous êtes à terre. Comment je fais pour me réveiller demain, pour m'habiller, pour me laver, pour trouver la force de me reconstruire? Comment je fais pour mes enfants? Moi, j'avais envie de vous partager 2-3 petites choses parce que je ne suis pas du tout donneuse de leçons et je ne vais pas vous dire allez prendre un thé matcha, faites du pilates, levez-vous à 6h et ça va le faire. Je vous assure que ça ne le fait pas du tout. Par contre, voilà, ce que j'avais envie de vous partager, c'est au moins ce qui a marché pour moi. Et une fois de plus, d'avoir un cadre et de me dire tous les jours, tu te lèves à telle heure, il faut manger parce que j'ai oublié de manger, à telle heure, il faut emmener. Donc c'est petits pas et petite victoire après petite victoire, mais c'est possible. Il y a 4 ans, j'étais séquestrée, je me retrouvais une fois de plus à la rue et en état de choc. Je vais vous dire ce que j'ai fait par la suite, même moi, je n'aurais pas cru. Et j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de relation extraordinaire, j'ai pas, voilà. Donc je me dis que si moi j'ai pu arriver, si je peux transmettre ce message, et ben c'est ce que je vous souhaite vraiment à toutes. J'ai fait un TEDx là-dessus, si vous voulez aller l'écouter. Alors ça sera peut-être compliqué parce qu'il est un peu plus cash que ce soir, mais voilà. Et cette phrase, elle est importante. On ne naît pas résilient, mais on le devient. C'est-à-dire qu'on est toutes pareilles. Il n'y en a pas qui sont prédestinées à mieux se relever. J'aime pas du tout ce discours. C'est comme quand on vous dit, regardez, cet athlète para, il a fait un truc extraordinaire. Oui, mais vous voyez qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à vous lever ni à vous habiller et on vous met des gens extraordinaires. J'aime pas l'idée des rôles modèles, des choses comme ça. On est tous différents et c'est justement se mettre la barre beaucoup trop haut. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, à chaque obstacle, et Dieu sait qu'il y en a dans la vie, on apprend à trouver les clés pour se relever. Et moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est mort, je ne me relèverai jamais. C'était le coup de massue. Voilà, j'ai dit, et même mon petit garçon, je me suis dit, depuis qu'il est petit, il connaît que la violence, comment on va faire. Et même lui, il est devenu hyper résilient. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé un jour pour me botter aussi les fesses, parce que du coup, on se coach tous les deux. Quand il y en a un qui est en bas, l'autre est en haut, etc. Et quand on a été victime de violence, la dernière fois, il m'a dit, mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire?
tes sœurs sont sur le continent, j'habite en Corse. Est-ce que tu es retournée? Comment, voilà. Et il me dit, mais maman, notre rêve, c'était d'aller en Corse. Tu m'as toujours dit, c'est pas parce qu'il y a un caillou sur le chemin qu'on arrête et qu'on abandonne ses rêves. Et en fait, j'ai pris une claque parce qu'effectivement, je leur disais tout le temps ça, mais un peu comme les choses qu'on peut dire, et c'est pas qu'on n'y croit pas, mais c'est pour les booster un petit peu, leur redonner espoir. Et effectivement, moi, je dis toujours, posez-vous la question. Je crois que je l'ai mis dans les slides, parce que comme j'ai pas de mémoire et que voilà. Ah oui, ça, c'est mes petites clés que j'adore. Voilà, j'ai perdu mon fil. Je me suis toujours dit, quelle leçon. On me dit, vous êtes super courageuse. Alors je dis tout de suite, je ne suis pas courageuse du tout. Mais je me suis toujours dit, quelle leçon je donne à mes enfants si je ne me relève pas. Mes 2 filles sont malades. Il y en a une qui est déjà à moitié paralysée. Elles savent que ça va être compliqué, la vie. Si moi, je ne me relève pas, au moins j'essaye de me relever. Ça veut pas dire que je vais y arriver. Mais je me dis, je passe quoi comme message? Et dans les petites clés qui m'ont aidé, déjà, je voulais vous donner un outil super gratuit, super simple. Vous n'avez plus rien, vous êtes comme moi, vous êtes à la rue. Vous prenez un bocal de poisson rouge ou n'importe quoi, un verre. Tous les soirs, vous obligez vos enfants ou vous-même à vous dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a eu 3 choses chouettes. Céline m'a souri, voilà, j'ai bu un café chaud. Et quand ça ne va pas, vous redépliez vos petits papiers. Et je peux vous dire que c'est juste magique parce que votre cerveau, du coup, se remémorise les bons moments. Donc ça a été prouvé scientifiquement. En plus, ça marche. L'autre chose, c'est l'espérance. Moi, j'arrive pas à me résoudre. Alors, c'est peut-être un défaut, hein, mais dans certaines choses, ça m'a sauvée. C'est-à-dire que je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être, le monde peut pas être aussi laid, le monde peut pas. Et c'est pour ça que je suis passionnée par le fait de résoudre des problématiques. Je suis toujours en train de me dire, on peut mieux faire, on peut améliorer. Et même si, vous voyez, la vie est effectivement compliquée et semée d'épreuves, j'arrive pas à me dire c'est fini. J'arrive pas à me résoudre. Et je pense que de cultiver cette espérance, alors je vous ai donné cet exemple de livre, mais effectivement, ça apaise la douleur et ça fait espérer et croire à un monde meilleur qu'on peut tous construire. Moi, je suis prête, hein, je suis avec vous, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis Abraham Lincoln parce que personne n'en parle, mais il a dit des choses plutôt intéressantes en parlant de stratégie, justement. Comment est-ce que vous créez votre avenir? C'est sûr que si vous n'avez pas de feuille de route, vous n'allez pas y arriver. Donc ça, c'est tout bête. Mais si votre cerveau ne peut plus fonctionner émotionnellement, c'est trop compliqué, faites-vous une feuille de route. Même si elle est au début, c'est juste sur un petit coin de nappe ou de serviette en papier, etc. L'émerveillement. Moi, je trouve que c'est une vertu qu'on ne connaît pas assez, qui est juste extraordinaire. S'émerveiller du sourire de quelqu'un, d'un lever ou d'un coucher de soleil, se réjouir d'une rencontre. De se dire, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer aujourd'hui. Je ne sais pas encore, mais tous les matins, moi, je me dis, mais yes, ça va être juste certainement une journée extraordinaire. Et je pense que cette capacité de s'émerveiller, on l'a perdue. Alors en plus, je suis en Corse, c'est là, on est très attaché à Saint-Exupéry là-bas. Et c'est pour ça que, voilà, relisez avec des yeux d'adulte, mais il y a plein de leçons juste et de clés extraordinaires. Alors ça, je ne le mettais pas avant. Je ne parle pas de vous, hein. Du slide. On m'a fait faire cet exercice il y a très peu de temps à Vivatech parce qu'il y a des journaux étrangers comme Newsweek, etc., qui sont venus m'interroger et qui m'ont dit en un résumé, c'est quoi vos récompenses, votre parcours et tout. Il y a 4 ans, état de choc, foyer, j'avais même plus de domicile. 4 ans après, j'ai 19 récompenses dans la tech. Alors, je ne parle pas de mon cabinet, c'est une activité annexe. Je suis arrivée 2e sur 114 000 projets au monde, juste derrière Microsoft, pour ma solution d'inclusion. Je n'ai toujours pas communiqué dessus parce que j'ai du mal toujours à y croire, mais j'ai mon trophée à la maison. Et ce n'est pas pour vous dire j'ai plein fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte le contraste entre la situation dans laquelle j'étais avec aucun moyen, j'avais même pas de l'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture et aller faire des missions, et je me dis, si j'ai réussi à faire tout ça, c'est bien que quelque part j'ai un message à faire passer. C'est pas fait pour rien, c'est pas fait au hasard, et c'est pour ça, voilà, la dernière slide que j'ai mise, que je vais peut-être pas vous passer du coup, voilà, je vais juste 2, 3, 4 choses. 1,
effectivement, quoi qu'il arrive, ne laissez à aucun événement ni à aucune personne le pouvoir de détruire votre rêve. Et quand je dis vous êtes ce que vous avez décidé de devenir, personne ne peut vous qualifier. Si vous voyez, vous prenez mon exemple et vous dites ok, elle a 56 ans, elle est senior. J'allais dire elle est blonde parce que ça fait partie des stéréotypes, donc pas forcément très intelligente. Elle est polyhandicapée, etc. etc. Bon, vous dites, elle n'est pas bonne à rien, mais je ne suis pas loin. Et je vous assure que je fais le test régulièrement sans que les gens me connaissent et que sans qu'ils me voient, il marche encore très très bien. Personne ne peut définir qui vous êtes. C'est à vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes votre plus belle histoire d'amour. Vous êtes la plus précieuse histoire que vous allez vivre. Donc prenez soin de vous. Et ne lâchez jamais. Moi, mon petit garçon, on lui a dit en primaire, tu veux être juge pour enfants, pour protéger les enfants de la violence. On lui a dit, tu n'y arriveras jamais. Il est revenu en larmes dans la voiture. Et là, je lui ai dit, mais tu ne vas pas laisser un idiot, justement, réduire tes rêves à néant. À quel moment il sait de quoi tu es capable ou pas. Alors peut-être qu'il mettra 10 ans de plus que les autres. S'il doit y arriver, il y arrivera. Je voudrais conclure en vous remerciant et en vous disant que pour moi, ce qui est important, c'est d'être à côté des bons acteurs, des bonnes personnes, pour être force de proposition, pour les accompagner, pour leur donner, entre guillemets, mon éclairage, mon avis. Et je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'audace. Vous voyez, moi, j'ai envie de rêver, parce que ça marche, donc autant tenter. Et à Malte, il y a 2 ans, j'étais invitée par l'ONU pour un congrès sur les femmes, et justement, on m'a invitée à parler de violence et de handicap. Moi, j'imagine que, étant donné ce que vous faites déjà et que vous êtes un cran au-dessus de tous, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais de faire que ici, la parole puisse être libérée autour de tout le bassin méditerranéen, de rassembler toutes ces femmes, tous ces experts sur ces sujets, et de dire, nous, ici, on ose en parler, on met les pieds dans le plat, on se concerte et on essaye collectivement d'imaginer des solutions, et plutôt que d'inventer encore la Lune, de se dire, comme en stratégie, on fait une veille marché, qu'est-ce qui marche dans tel pays, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut dupliquer, et d'avoir cette intelligence collective, comme vous l'avez fait pendant toute cette semaine. Je vous la suggère juste, en tout cas, si vous voulez le faire, moi je viens avec vous, il n'y a pas de sauter, je serai à vos côtés. Mais je voudrais vraiment vous encourager parce que c'est un peu comme, non pas les meilleurs élèves, mais ceux qui ont compris tout de suite dès le début. Et je suis vraiment une fois de plus épatée parce que maintenant j'essaye de ne pas perdre trop mon temps et ma santé pour aller sur des événements où je vois qu'il n'y a pas de... Voilà, ça ne vient pas de l'ADN. Et une fois de plus, voilà. Et vous remercier et surtout faire passer le message à toutes ces femmes et de vous dire qu'il y en a une forcément autour de vous qui est victime de violence, qui n'ose pas parler. C'est toujours très compliqué. Alors voilà, juste, vous lui dites rien, vous lui parlez du compte pour qu'elle puisse, et d'ailleurs je transférerai toutes les infos, tous les outils que vous avez créés. Mais voilà, je vous remercie de votre patience parce que c'est compliqué pour moi ce genre de sujet à chaque fois un peu émotionnellement. Merci de l'accueil que vous m'avez réservé. Merci pour l'organisation de cette conférence qui me semble plus qu'importante. Et j'espère à très vite pour qu'on avance sur ce sujet. Bonsoir. Béatrice Fresco-Rolfo, conseillère nationale. Vous avez déjà eu ma question. Oui, heureusement. Vous êtes une femme inspirante. Vous avez, je pense, enrichi beaucoup des gens qui sont là et qui vous ont écouté. À l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il y a eu un rapport. J'étais la rapporteure sur les violences à l'encontre des femmes en situation de handicap. L'Assemblée voulait, au travers de ce rapport, donner de la visibilité à ces femmes et les faire reconnaître comme citoyennes à part entière, pouvant vivre leur vie et faire leurs propres choix en ayant les mêmes droits. De plus, l'Assemblée appelait les États à mettre en place des mécanismes de prévention, de sensibilisation, mais aussi à mettre en place des formations pour recueillir la parole des victimes. Mes questions sont: comment, à votre avis, peut-on s'assurer que les femmes en situation de handicap aient les moyens d'appeler à l'aide? Vous avez parlé de ce petit bip.
Et comment s'assurer que les autorités puissent recueillir la parole de celles qui rencontrent malheureusement des difficultés pour s'exprimer? Alors je vous remercie parce que c'est des questions fondamentales. Et je reviens sur le rapport dont j'ai eu connaissance hier soir. Il y a 15 préconisations prioritaires. Il n'y en a aucune qui parle de l'accueil et de la sécurisation. Vous avez quelqu'un qui est en danger, quelle que soit la raison. La première chose, c'est de la sécuriser. Ça ne fait pas partie des réponses qui ont été données du rapport. Alors, je suis un peu ironique, mais par contre, en troisième position, c'est la création d'un label. À quel moment c'est une urgence de créer un label sur ces sujets-là? Alors oui, peut-être dans la tech, en disant on travaille sur ces problématiques et voilà, on a des experts ou on a des associations référentes. Mais là où je dis votre question est importante, c'est que en fait, je trouve qu'on marche sur la tête. On fait rapport sur rapport, étude sur étude. Personne, alors c'est là où on voit qu'il y a un blocage ensuite dans le passage à l'acte, c'est-à-dire que personne ne dit ok, on est au courant, on va s'en occuper. Quand j'ai réussi à organiser ce colloque en France, qui a duré un peu moins d'une heure, en conclusion, on n'a même pas dit l'étape suivante, c'est quoi? Personne n'a dit bah ok, on va s'y mettre, on crée une équipe dédiée, etc. La chose essentielle pour moi, c'est sécuriser. Et j'ose affirmer qu'on a les moyens, puisque j'ai déjà réfléchi à plein de choses possibles, puisque mon cerveau, il travaille même quand je dors. C'est l'avantage d'être autiste, c'est qu'il ne s'arrête jamais, tant qu'il n'a pas trouvé des solutions en tout cas. Sécuriser, avoir des lieux d'accueil. Vous voyez, je dis n'importe quoi, j'ai une autre idée. À Monaco, nous, en tout cas en France, on n'a pas de foyer d'accueil adapté. 0. Pourquoi on ne poserait pas la première paie du foyer d'accueil pour des femmes en situation de handicap? Je dis ça, après vous vous débrouillez, mais je pense que le message serait assez fort. Et voilà, je ne viendrai pas la poser parce que j'ai des problèmes moteurs, mais voilà, je viendrai quand même pour le plaisir de voir ça. Mais sécuriser, accueillir. Alors c'est pour ça, je reviens sur sécuriser, on parlait du parcours, la MDPH, le médecin, l'assistante sociale, je ne sais pas qui, le kiné, que tout le monde soit obligé de checker toutes les 5 minutes, au moins une fois par an, et que rien, entre guillemets, nous échappe, même si c'est compliqué. Vous parliez de l'accueil. Quand je suis allée au commissariat, à chaque fois, on m'a dit « vous n'allez pas me faire gober que vous êtes handicapé ». Même le médecin de la MDPH, quand j'y suis allée pour demander un lit, parce que maintenant j'ai un lit médicalisé, elle m'a dit, mais je ne vais pas vous donner une subvention pour un lit médicalisé. Je dis, mais je croyais que c'est rigolo à 40 ans, j'avais 40 ans à l'époque, de dire j'ai besoin d'un lit médicalisé. Vous n'êtes pas handicapé. Un médecin, même le handicap invisible, les médecins ne sont pas formés. J'avais mon dossier médical, j'avais tout, hein, pour que j'ai été atteinte de surdité, que j'étais reconstruite, que voilà. Donc l'accueil, c'est à tous les niveaux, c'est une catastrophe. Les avocats ne savent pas défendre une personne vulnérable ou en situation de handicap. Ils ne savent même pas communiquer avec eux, et ce qui est normal. Sauf qu'il faut des pôles dédiés ou des points d'entrée où on sait qu'on va être mis en sécurité. Je reprends l'histoire du commissariat. J'ai été vue par une psychiatre qui a estimé que je n'avais aucun symptôme de stress post-traumatique pour une handicapée. Alors que moi, je ne savais même plus comment je m'appelais. Mais comme elle s'est dit, elle est handicapée, donc elle ne sait pas bien s'exprimer, elle ne sait plus où elle en est, elle ne sait plus comment elle s'appelle, c'est normal, donc pas de stress, c'est juste qu'elle est handicapée. C'est pareil, il faut vraiment faire un parcours et dire, mettre des gens formés et compétents. Alors le comble, c'est qu'en plus, elle m'a dit que mon agresseur n'avait pas l'air si méchant que ça. Alors, il m'a quand même séquestré pendant 2 mois, mais il n'était pas si méchant que ça pour elle. Elle m'a dit, mais quand même, c'est votre aidant, il vous fait tous les jours les courses. Voilà. Ok. Donc, déjà, enfin, pour moi, la première pierre, elle est suite. Je reparlais tout à l'heure de la pyramide de Maslow, parce qu'à chaque fois, j'ai mes repères à moi. Alors, il y a les besoins essentiels, se nourrir, se loger, ce qui est déjà extraordinaire quand on est sur des situations où on est souvent face à la précarité. Mais c'est la sécurité. Et c'est pour ça qu'à domicile, sur leur déplacement, sur leur lieu de travail, pareil,
Quand j'étais petite, je voyais des gens avec un gros collier affreux, d'où l'idée des bijoux connectés, parce que c'est moins moche, mais se promener avec quelque chose de très lourd autour du cou pour pouvoir appeler des centres d'appel, etc., où personne ne répondait. Bon, c'est moche, c'est lourd. Et en plus, tout de suite, vous êtes stigmatisé, on sait que vous êtes en situation de handicap. Donc la personne qui se dit, bah tiens, elle a l'air d'avoir un peu des soucis, je vais aller l'embêter. Voilà, donc il ne faut pas stigmatiser et il faut vraiment donner les moyens, soit à elle de donner l'alerte, soit qu'il y ait des gens, justement, par palier, qui puissent leur expliquer pour que ce qu'elles subissent aussi, c'est de la violence. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je trouvais votre question hyper importante, parce que faire des études pour faire des études, ça ne sert à rien. On le sait depuis le début. Maintenant, on fait quoi en fait? C'est un peu comme un passage à l'acte. Je reprends toujours l'histoire du consommateur. Votre client, vous voulez qu'il achète votre produit, ben, ok, mais on fait quoi pour qu'il achète maintenant? Et surtout, je me dis que plus on en parlera, plus ces femmes oseront certainement aussi parler, se libérer, si elles se sentent en sécurité. Et vous voyez que des associations de femmes me disent à moi, les femmes handicapées, c'est pas notre problème, c'est hyper violent. Donc que vous ayez tous dans vos associations à l'idée, et c'est pour ça que je trouvais que c'était très bien que vous soyez présentes, de dire, ok, il existe des aides ou des associations spécifiques et il faut aussi les accueillir. On va lui dire qu'on ne sait pas comment faire, mais on va trouver une solution, on va trouver un relais, c'est hyper important. Je vous remercie. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai un compte LinkedIn. Alors, je n'y suis pas tout le temps sur la messagerie. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui postent conférences, viennent me poser des questions pour elles ou pour leur entourage. Et c'est pour ça que je vous parlais du hashtag, enfin du compte Insta, parce que c'est très difficile de parler à visage découvert. Merci. C'est très compliqué. Donc je peux l'entendre et je pense qu'aussi voilà, avoir d'autres supports de communication et d'échange, c'est hyper important. En tout cas, merci pour votre patience, votre attention, votre bienveillance par rapport à tous mes petits couacs qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Et en tout cas, voilà, une fois de plus, voilà, sachez que je serai à vos côtés si vous voulez avancer avec grand plaisir. Et du coup, j'invite M. Robineau à nous rejoindre sur scène pour le mot de conclusion. Ouais, merci de votre présence. Merci à Mme Gâteau de son témoignage, très poignant. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que le temps passe. Je voulais remercier toutes les personnes qui s'engagent évidemment dans toutes ces causes. Je voudrais évidemment remercier les membres du comité pour la protection et la promotion des droits des femmes, en particulier Céline Cota-Lorda, dont on connaît toute la motivation à faire vivre cette cause et ces journées pour la protection des femmes, journée pour la lutte contre la violence faite aux femmes qui s'allonge puisque cette journée est devenue 7 jours quasiment de rencontres et d'échanges. Moi, je voulais aussi vous dire que le gouvernement princier est évidemment totalement engagé dans ces causes, que ce soit la lutte contre les violences faites aux femmes, et Céline en est un peu le porte-parole, mais également pour mettre en place une politique inclusive en faveur des personnes en situation de handicap, et handicap sous toutes ses formes. Et finalement, on combine là, ce soir, un peu ces deux situations. Alors, moi, ce que je note, c'est qu'il y a finalement des points communs à toutes ces situations. Le premier point commun, je crois qu'il faut qu'on se sente tous concernés, que ce soit pour la cause des femmes, que ce soit pour la cause du handicap. Et puis, le deuxième point commun, c'est que ce n'est pas forcément une question de nombre. Même un cas, c'est un cas de trop, donc il est important d'être attentif à ce qui se passe autour de nous, parce qu'en réalité, ça n'existe pas qu'ailleurs. Et j'en viens au deuxième point important à mon sens, c'est que dans tous les cas, dans les deux cas, il faut être capable de repérer, il faut être capable d'orienter les personnes, que ce soit dans le cadre des violences, que ce soit dans le cadre du handicap. Il faut être capable d'agir.
Et pour ça, je crois qu'il est important qu'on soit tous formés, qu'on soit tous sensibilisés, qu'on soit tous capables d'accueillir et de donner une réponse adaptée. Donc la formation, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a dispensé, vous le savez, de nombreuses formations, que ce soit au sein des services du gouvernement, au sein des établissements médico-sociaux, au sein de la DENJS également, la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et tout ça, pourquoi? Pour arriver à une coordination efficace, que ce soit entre les services du gouvernement, la direction des services judiciaires qui doit être capable de répondre par des mesures adaptées à ces situations, la direction de la sûreté publique, chez qui une assistante sociale formée à ces questions a été affectée et qui permet du coup d'avoir une qualité d'accueil et d'écoute meilleure. Bien sûr, la direction de l'action sociale qui joue un rôle très important dans ces situations. Les établissements médico-sociaux, et en particulier le CHPG, qui est souvent un des lieux où on se présente dans ces situations d'agression, de violence ou parfois de handicap également. Il faut que les personnels d'accueil des urgences ou des différents services, notamment les services de gynéco-obstétrique, qui parfois sont les premiers témoins d'agressions sexuelles, de violences sexuelles, et en particulier évidemment chez les femmes. Donc il faut qu'ils soient formés, qu'ils soient capables d'apporter une réponse adaptée, d'orienter correctement les gens. C'est parfois des gens qui ne peuvent pas trouver une réponse dans les services judiciaires, puisqu'il n'y a pas forcément de fautes caractérisées. Mais avant d'en arriver là, en tout cas, il faut qu'on soit capable de les orienter au bon endroit pour qu'elles puissent en tout cas s'exprimer et prévenir ces agressions et ces violences. En tout cas, moi, je voudrais aussi souligner l'importance des associations qui agissent au quotidien sur le terrain et qui se font le relais des organismes gouvernementaux, des organismes publics, des établissements médico-sociaux. Je crois que finalement, toute la force de Monaco, c'est d'avoir été capable de coordonner tous ces acteurs pour essayer d'arriver au meilleur résultat possible. Alors, je voulais vous remercier parce que vos actions participent toutes et tous à cette sensibilisation. Le fait qu'on puisse en parler, qu'on puisse libérer la parole, je crois que c'est le premier acte fort qu'il faut poser dans ces situations. Madame Gâteau a évoqué la tech, pour reprendre ses propos. C'est un sujet qui, évidemment, est également passionnant. Et je vous invite le 3 décembre à la journée organisée, la journée Handipact, organisée entre autres par Lionel Galfrey, et dont le thème est justement l'innovation au service du handicap. Donc on aura peut-être des sujets qui vont vous intéresser. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous de votre participation. Merci pour votre engagement, merci pour ce que vous faites. Et sachez que le gouvernement sera là pour épauler l'ensemble de ces initiatives. Voilà, merci beaucoup.